La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Ariel. Alors ensemble, nous allons aborder aujourd'hui la période de la Seconde Guerre mondiale, disons de 1940 à 1944, période extrêmement ambivalente pour l'Alliance parce qu'une période catastrophique évidemment et pas seulement pour l'Alliance, mais une période également où les écoles de l'Alliance à travers le monde ont continué tant bien que mal à fonctionner. Mais il faut d'abord se poser la question de la situation de l'Alliance, de son siège à Paris, de la manière dont elle a été obligée de fuir la capitale en 1940 et de sa manière de travailler, disons, avec Vichy, contrainte et forcée. Voilà, vous l'avez dit, l'Alliance suit le mouvement général de la débâcle, le mouvement d'émigration vers le Sud. Elle se retrouve comme institution à Vichy. Sa grande préoccupation, c'est garder le contrôle du réseau scolaire. Mais très vite, elle va en être dépossédée. Mais avant de voir cette dépossession du fait et des Allemands et de l'antisémitisme d'État de Vichy, il faut savoir que dès leur arrivée à Paris, en juin 1940, quelques semaines après leur arrivée à Paris, les Allemands investissent le siège central de la rue La Bruyère et les autres locaux, comme l'ENIO en particulier, et le pillage des bibliothèques et des archives commence. Alors le pillage, ce n'est pas la destruction, c'est l'envoi en Allemagne de plus de 640 caisses de documents, d'archives, de livres, de manuscrits, de gravures, qui sont destinés à, je donne cette appellation qui n'est pas forcément connue du grand public, à l'Institut de la recherche sur la question juive de l'un des premiers nazis, Alfred Rosenberg, qui sera inauguré en mars 1941. Selon un rapport allemand d'ailleurs de 1943, les Allemands avaient mis en rayon 40 000 volumes hébraïca, dont une bonne partie venait de la bibliothèque de l'Alliance, qui n'a pas été, je le rappelle, la seule bibliothèque pillée par les Allemands à ce moment-là. Revenons aux écoles. Le grand problème de l'Alliance, c'est son réseau scolaire. D'abord, les écoles normales à Paris, l'école de filles comme l'école de garçons, l'ENIO, sont immédiatement investies et mises sous séquestre en octobre 1940. Mais le plus important, c'est qu'en réalité, l'antisémitisme d'État de Vichy, c'est-à-dire Xavier Vallat et son commissariat général aux questions juives, entend en finir avec l'indépendance de l'Alliance. Et par conséquent, l'Alliance en tant que telle, comme l'ENIO, sont dissoutes en mars 1942 et sont obligées d'intégrer de force l'UGIF, qui, je le rappelle, est une institution voulue par les Allemands et non pas voulue par Vichy, à partir donc du printemps 1942. Donc, ce qui fait qu'en clair, l'Alliance n'a plus aucune autonomie et ses locaux ont été réquisitionnés. Par exemple, un grand nombre de ces locaux scolaires sont devenus tout simplement des maisons d'enfants juifs. Bon. Alors, que peut-elle faire à partir de 1942? Plus grand-chose. Elle reçoit l'ordre de quitter Vichy en juin 1942 et donc elle va se retrouver en zone sud. Elle va d'abord se retrouver à Marseille jusqu'au 8 novembre 1942, c'est-à-dire au moment où la zone sud est envahie 3 jours plus tard, elle est bien obligée de fuir. Donc elle va errer la direction de l'Alliance un certain temps dans la Creuse et en automne 1943, quand réellement la persécution devient extrêmement précise et proche, elle entre dans la clandestinité. Alors sur le terrain maintenant, c'est-à-dire au Maghreb, au Proche-Orient ou ailleurs, que deviennent les écoles? Eh bien, elles sont livrées elles-mêmes. Les fonds ne parviennent plus de France, les salaires, on a beaucoup de mal à les payer. Alors, d'où vient l'argent? Les écoles sont tout simplement aidées par les autorités locales. C'est arrivé. Par exemple, il faut savoir que le Quai d'Orsay a longtemps aidé les écoles de l'Alliance, même à l'époque de Vichy. Ils sont aidés par les communautés juives locales. Et quand la France libre prend le contrôle de ces territoires, à partir de 1941 et surtout de 1942, eh bien la France libre reprend en main le réseau de l'Alliance. Et ce réseau de l'Alliance, dont on dira un peu plus tard le rôle fondamental qu'a joué René Cassin dans sa reconstruction, ce réseau de l'Alliance va progressivement avoir une nouvelle tête pilote à partir d'août 1944, lorsque dans Paris tout juste libéré, c'est précisément René Cassin qui essaie de reconstituer un embryon de comité central avec la première réunion de ce qui deviendra plus tard le futur comité central de l'Alliance. Mais on n'en est pas là. La première tâche pour les hommes et les femmes de l'Alliance réunis autour de René Cassin, ils sont à peine une dizaine. Les autres sont dispersés, certains sont morts, d'autres sont encore en Angleterre, d'autres en Afrique du Nord.
la première tâche, c'est de récupérer ce qui a été pillé par les Allemands et c'est considérable. C'est en fait la bibliothèque et les archives. 80% des volumes ont été volés par les Allemands. Ils vont revenir à Paris, rue La Bruyère, sur 5 ans, entre 1946 et 1951. Mais dans l'immédiat, comment travailler? Sans argent, sans catalogue, sans inventaire. Et l'argent, c'est le judaïsme américain qui va l'apporter. Plus tard, ça sera la Claims Conference, mais dans l'immédiat, c'est bien le Joint et l'American Jewish Committee qui vont financer le très lent et douloureux réveil de l'Alliance. À noter, petite parenthèse, que sur l'immensité du nombre de volumes volés et d'archives volées, une partie n'a pas été retrouvée tout simplement parce qu'elle était aux mains des Soviétiques qui, à Berlin en 1945, se sont emparés d'un certain nombre de caisses volées par les Allemands, les ont rapatriés en Union soviétique et il faudra de longues négociations dans les années 90 pour récupérer ces caisses qui arriveront rue La Bruyère en l'an 2000 seulement, c'est-à-dire très très près de nous encore, 47 boîtes d'archives de l'Alliance et 2 boîtes d'archives de l'ENIO, 900 dossiers en tout, 33 000 pages de documents. Il a fallu donc, faisons le calcul, 55 ans pour solder le désastre de l'occupation en matière d'archives. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps. Alors, si on refait un tout petit saut en arrière sur la période 1940-1944, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, effectivement, comme vous l'avez dit, les écoles passent sous la domination de la France libre au fur et à mesure de l'avancée des Alliés. Et cela pose encore plus de problèmes parce qu'il n'y a plus du tout de contact avec la France occupée ou avec la zone dite libre parce que justement, ils sont entre deux belligérants. D'un côté, l'Allemagne nazie qui domine la France, de l'autre, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient qui petit à petit passent sous la domination de la France libre. Et cela pose d'autant plus de problèmes. Et vous nous avez parlé évidemment de René Cassin qui va devenir président de l'Alliance, mais qui commence par faire une mission sur les écoles de l'Alliance en 1943 à la demande directe du général de Gaulle, car René Cassin est l'un des premiers à avoir rejoint la France libre à Londres. Absolument. René Cassin est à la France libre à Londres en 1940 et de Gaulle en 1942 lui confie une mission, celle d'inspecter les établissements d'enseignement français à l'étranger. Et donc, en faisant cette tournée d'inspection qui dure plusieurs mois, il tombe sur les écoles de l'Alliance avec lesquelles il n'avait strictement aucun lien jusque-là. Et il est frappé par la vitalité du réseau de l'Alliance. Et lorsqu'il revient à Londres et qu'il rend son rapport au général de Gaulle, devant la vacance du pouvoir d'une institution qui a été brisée par Vichy et par les Allemands, la maison centrale qu'est l'Alliance, donc de rebâtir un comité central, de faire redémarrer cela. Ce qu'il va faire, dès le mois d'avril 1943, il réunit à Londres un comité provisoire de 12 personnes et c'est lui qui préside, comme je l'ai dit la semaine dernière, la première séance de reconstitution de l'Alliance en août 1944 dans Paris, tout juste libéré. Alors le rôle de René Cassin est considérable. On peut l'aborder dans le peu de temps qui nous reste, on y reviendra la semaine suivante sans doute. Il est chargé de reconstituer le comité central et l'Alliance, et ce qu'il va faire, sous toute son intelligence, encore une fois, d'un homme qui est un nouveau venu à l'Alliance, qui n'a pas de lien jusque-là avec elle, c'est de mêler les cadres d'avant-guerre, ceux qui restent encore, je rappelle qu'en 1944, beaucoup sont encore dispersés de ci, de là, et des hommes et des femmes, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Et donc, sur les 50 membres du futur comité central, 14 sont des personnalités tout à fait nouvelles. On en reparlera sans doute la semaine prochaine. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. Et effectivement, nous parlerons la semaine prochaine de la reconstruction de l'Alliance après-guerre avec René Cassin. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.